Le Far West, souvent idéalisé pour son esprit aventurier et ses paysages sauvages, n'a pas toujours été l'époque palpitante décrite dans la culture populaire. Derrière les récits de hors-la-loi et de colons audacieux se cachait une réalité rude où la vie quotidienne était une lutte. À une époque avant les commodités modernes, maintenir une hygiène personnelle était un défi de taille. Les pionniers du Far West ont dû faire face à une existence difficile, luttant contre la saleté et les maladies dans un paysage indompté. Avec peu de ressources disponibles, la propreté était une bataille constante, façonnant la vie de ceux qui habitaient cette frontière sauvage. Rejoignez-nous pour plonger dans les habitudes insalubres de l'ancien Ouest. Numéro 15. Problème en bas. De 1837 à 1901, l'hygiène personnelle était loin d'être simple, surtout pour les femmes. La complexité de leurs vêtements rendait particulièrement difficile l'utilisation des toilettes. Selon Rose Eichelbeck de Great Life Publishing's Dusty Old Thing, les femmes portaient souvent des pantalons spéciaux conçus sans entrejambe, leur permettant de se tenir au-dessus des toilettes avec facilité. Comme le note Laurel Lives de la BBC, de nombreuses femmes se livraient à des douches vaginales régulières pour gérer les odeurs et l'inconfort. Avant l'invention des serviettes hygiéniques en 1888, elles se servaient de matériaux comme de l'herbe, du coton, de la fourrure de lapin, des chiffons ou de la laine de mouton pendant leur cycle menstruel. Il est à noter que les tampons ne sont devenus disponibles qu'en 1931. Les hommes faisaient également face à leurs propres défis en matière d'hygiène à cette époque. En 1894, les hommes étaient souvent persuadés par des médecins douteux, comme le docteur Otterberg de Salt Lake City, de chercher des traitements pour diverses préoccupations. Kate Ringer de l'université de l'Idaho explique que de nombreux médecins pensaient que la circoncision était la clé pour garder les organes génitaux masculins propres et exempts de maladies. De manière erronée, on pensait que la circoncision pouvait prévenir ou guérir des conditions telles que l'épilepsie, les troubles mentaux, la masturbation et la syphilis. De plus, les médecins affirmaient que cela pouvait même soulager l'hystérie chez les femmes. Numéro 14. Poussière. Le Far West était intrinsèquement poussiéreux, la saleté pénétrant chaque aspect de la vie. L'environnement aride, combiné au vent persistant, signifiait que la poussière était une présence constante. Elle se déposait sur les vêtements, la peau et à l'intérieur des maisons, rendant la propreté un objectif insaisissable. Les cow-boys, lors des drives de bétail, combattaient particulièrement ce problème. En déplaçant de grands troupeaux à travers les plaines, le bétail soulevait d'immenses nuages de poussière, couvrant les cow-boys de la tête aux pieds. Dans les villes frontières, le problème de la poussière persistait. Les rues non pavées signifiaient que chaque pas ou chariot passant soulevait des nuages de poussière qui se retrouvaient dans les maisons et les commerces, se déposant sur toutes les surfaces disponibles. Le nettoyage devenait une tâche sans fin, car le balayage quotidien ne suffisait pas à éloigner la poussière. Elle pénétrait dans la nourriture, l'eau et le linge, transformant la vie à la frontière en une expérience crasseuse. La poussière implacable du Far West représentait plus qu'une simple gêne. C'était un véritable danger pour la santé. Une exposition prolongée à la poussière entraînait des problèmes respiratoires, communément appelés poumons de poussière, laissant les colons et les cow-boys avec des toux chroniques et divers maux exacerbés par la poussière omniprésente. Numéro 13. Tracas de la lessive. Faire la lessive dans le Far West représentait un défi important que peu de gens peuvent véritablement apprécier aujourd'hui. Pour les colons, la tâche était ardue et consommait fréquemment toute une journée. Sans les commodités modernes, chaque étape, de la collecte de l'eau au séchage des vêtements, était un processus laborieux, faisant de la lessive l'une des tâches les plus redoutées de la frontière. L'eau était l'élément le plus essentiel, mais elle n'était pas toujours facilement disponible. Les colons devaient souvent récupérer de l'eau dans des puits, des rivières ou des ruisseaux, puis la transporter jusqu'à leur domicile. Malheureusement, cette eau était souvent boueuse ou contaminée, compliquant encore le processus de lavage. Dans les régions où l'eau était particulièrement rare, la lessive pouvait être faite de manière peu fréquente, parfois seulement une fois par mois. Le processus de lavage commençait par chauffer l'eau, collectée sur une flamme ouverte dans de grandes marmites en fer jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Du savon fait maison, généralement à base de graisse animale et de lessive, était ajouté à l'eau chaude. Ce savon bien qu'efficace pour éliminer la saleté tenace pouvait irriter la peau. Les vêtements étaient ensuite frottés sur des planches à laver, des outils essentiels pour les familles de la frontière.
Ces planches à laver, fabriquées en bois ou en métal, étaient utilisées pour frotter et nettoyer chaque vêtement. Le mouvement répétitif mettait à mal les mains, ce qui amenait de nombreuses femmes à avoir la peau fissurée et saignante à la fin de la journée de lessive. Numéro 12. Vêtements rugueux. Les matériaux lourds utilisés pour les vêtements des frontaliers, tels que la laine et le dénime, bien que durables, rendirent le nettoyage encore plus difficile. Le séchage des vêtements lavés pouvait prendre plusieurs heures, et pendant les mois plus froids, cela pouvait prendre des jours. Le climat sec et poussiéreux laissait souvent les vêtements raides et rugueux, augmentant ainsi l'inconfort ressenti par les colons. Les immigrants chinois ont joué un rôle crucial dans le secteur de la blanchisserie durant cette époque, en particulier dans les villes en pleine expansion et les camps miniers. Ils ont installé des blanchisseries de fortune pour servir les mineurs, les cow-boys et les ouvriers qui ne pouvaient pas se permettre de passer une journée à faire la lessive. Dans l'Ouest sauvage, l'hygiène passait souvent au second plan par rapport à la commodité, et l'une des pratiques inquiétantes était l'utilisation de serviettes communes. Imaginez sortir d'un bain pour vous sécher avec une serviette qui avait été utilisée par d'innombrables autres avant vous. C'était la dure réalité pour beaucoup de personnes ayant quitté sur la frontière. Les serviettes communes étaient le courant dans les saloons, les maisons d'hôtes et même dans certaines maisons privées. Accrochées sur des étagères ou des clous, ces serviettes devenaient ensemble de plus en plus sales au fil de la journée. L'historien de l'Arizona Marshall Trimble note dans le magazine True West que les clients partageaient non seulement des assiettes et des tasses, mais aussi ces serviettes, les utilisant pour essuyer la bière de leur moustache au bar. Avec une source d'eau limitée et des tâches de lessive très exigeantes, les serviettes restaient souvent non lavées pendant de longues périodes. Par conséquent, elles devenaient des foyers de bactéries, facilitant la propagation des rhumes et d'infections plus graves. Dans de nombreux établissements, les serviettes étaient utilisées jusqu'à ce qu'elles soient pratiquement inutilisables avant d'être remplacées. Numéro 11. Sures de bois dans les saloons. En entrant dans un saloon de l'Ouest sauvage, vous rencontriez plus que l'arôme du whisky et du tabac. Les sols étaient généralement recouverts de sures de bois, un choix inhabituel mais pratique. La sure était étalée sur les sols de ces établissements animés pour absorber les éclaboussures, le sang et divers autres désagréments qui s'accumulaient au fil de la journée. Ces saloons étaient dans le cœur de la vie de l'Ouest sauvage, où cow-boys, mineurs et hors-la-loi se retrouvaient pour boire, jouer et parfois régler des différends. Étant donné l'activité constante, les éclaboussures et les bagarres étaient la courante. La sciure absorbait non seulement les liquides, mais elle offrait également un peu de traction sur les sols en bois autrement glissants. Cependant, cette sciure abritait de la saleté et des bactéries, rendant les saloons loin d'être hygiéniques. La sciure n'était pas non plus remplacée régulièrement. Dans de nombreux cas, elle était laissée à moisir pendant des jours, absorbant de plus en plus de saleté. Cette négligence aboutissait à des sols devenus des foyers de germes, les clients traînaient de la saleté des rues poussiéreuses, contribuant davantage aux conditions insalubres. La combinaison de sciure, de saleté et de fluide corporel créait une couche épaisse de saleté presque impossible à nettoyer. Cet environnement malsain reflète les réalités souvent négligées de la vie dans l'Ouest sauvage, où la recherche du plaisir passait souvent avant la propreté. Numéro 10. Pratique de bain. Prendre un bain dans l'Ouest sauvage n'était en rien une affaire de luxe. L'eau était à la fois rare et précieuse, ce qui faisait d'un bain un événement laborieux et peu fréquent. Pendant les années 1000 Watsons, la plupart des colons et des cow-boys ne bénéficiaient pas de l'eau courante, ce qui reflétait les réalités difficiles de la vie à la frontière. Le processus de bain commençait par la tâche ardue de rassembler suffisamment d'eau, ce qui n'était pas une tâche facile. L'eau devait être transportée depuis les rivières, les ruisseaux ou les puits voisins, puis chauffée sur une flamme ouverte. Cette entreprise chronophage signifiait que beaucoup de gens ne se baignaient pas régulièrement. En fait, il n'était pas rare que des individus passent plusieurs semaines, voire des mois, sans un bain complet. Ils se contentaient souvent d'un rapide lavage du visage et des mains pour maintenir un certain niveau de propreté. Lorsqu'un bain avait lieu, il se faisait généralement dans une petite baignoire en métal, et l'eau était souvent réutilisée par plusieurs membres de la famille successivement. Lorsque la dernière personne se baignait, l'eau était trouble et à peine rafraîchissante. Cette pratique commune était nécessaire dans les foyers où l'eau était trop précieuse pour être gaspillée, bien qu'elle ne fût pas particulièrement hygiénique. À la fin du XIXe siècle, les bains publics ont gagné en popularité dans les grandes villes.
Contre une somme modique, on pouvait profiter d'un bain dans une baignoire remplie d'eau chaude, probablement le bain le plus propre que l'on puisse prendre durant l'année. Ces établissements étaient particulièrement courants dans des villes comme San Francisco, servant aux mineurs et autres travailleurs qui pouvaient se permettre de tels luxes. Cependant, ces bains publics étaient vraiment encore rares, laissant la plupart des colons se débrouiller avec leurs installations de bains improvisées. Numéro 9. Soins capillaires sauvages. Gérer les cheveux dans le Far West était une tâche difficile, tout comme tout le reste à la frontière. Avec un accès limité à de l'eau propre et à des produits de soins, maintenir des cheveux sains n'était pas une tâche facile. Hommes et femmes devaient improviser, utilisant toutes les ressources à leur disposition, ce qui reflétait souvent l'environnement rude dans lequel ils vivaient. La lutte quotidienne commençait avec des outils de base, tels que des peignes fabriqués à partir d'os d'animaux ou de bois. Ces peignes rudimentaires étaient utilisés non seulement pour démêler les cheveux, mais aussi pour éliminer les poux, un fléau persistant dans les conditions poussiéreuses et insalubres de la vie à la frontière. Les infestations de poux étaient si courantes que certaines personnes optaient en temps pour se raser complètement la tête, surtout pendant les mois chauds de l'été. Se laver les cheveux était considéré comme un luxe. Dans les régions où l'eau était rare, les gens se lavaient les cheveux rarement, attendant souvent des semaines entre chaque lavage. Lorsqu'ils se lavaient les cheveux, ils utilisaient aussi des savons faits aux maisons à base de graisse animale et de soude caustique. Bien que ces savons étaient efficaces pour enlever la saleté et la graisse, ils pouvaient être agressifs pour le cuir chevelu et les cheveux. Pour lutter contre la sécheresse, certains colons appliquaient du whisky ou des huiles naturelles comme l'huile de ricin ou la graisse d'ours dans l'espoir de garder leurs cheveux relativement maniables. Les femmes faisaient face à des défis uniques pour prendre soin de leurs cheveux longs. Elles les tressaient souvent de manière serrée pour maintenir la propreté pendant plus longtemps, réduisant ainsi le besoin de se laver fréquemment les cheveux et évitant la perte de cheveux. De plus, pour ajouter de la brillance et masquer les odeurs désagréables, certaines femmes utilisaient de l'eau de lavande ou d'autres infusions d'herbes, bien que ces produits soient considérés comme des luxes. Malgré les conditions difficiles, les soins capillaires restaient un aspect important de la vie dans le Far West. Cela permettait aux colons de conserver un sens de normalité et de dignité au milieu des réalités exigeantes de la vie à la frontière. Numéro 8. Cracher. Cracher était une habitude si omniprésente et désagréable dans le Far West qu'elle était devenue un problème majeur de santé publique. À la fin des années 1800, le crachat continu de jus de tabac avait transformé de nombreuses zones communes en lieux sales et dangereux. Les hommes, en particulier ceux qui mâchèrent du tabac, crachaient fréquemment sur les planchers des saloons, dans les rues et même dans les bâtiments publics. Ce comportement n'était pas seulement insalubre, mais aussi dangereux. La salive se mêlait à la poussière et à la sueur de bois sur les sols, formant un gâchis collant infesté de bactéries, qui favorisait la propagation de maladies comme la tuberculose. Dans de nombreuses villes de la frontière, le problème était devenu si grave que les gouvernements locaux ont mis en place des lois pour réduire cette pratique insalubre. Dans les années 1890, des villes à travers l'Ouest comme Dodge City et Tombstone ont commencé à infliger des amendes à ceux qui étaient pris en train de cracher dans les lieux publics. En 1896, par exemple, San Francisco a établi un règlement strict pénalisant toute personne qui crachait sur les trottoirs. Les amendes variaient de 25 cents à 5 $, une somme considérable pour cette époque. Cette législation visait à lutter contre la propagation rapide de la tuberculose, une maladie mortelle aggravée par ses conditions insalubres. Les forces de l'ordre prenaient ces règlements au sérieux. Dans certaines régions, les contrevenants faisaient face non seulement à des amendes, mais aussi à des peines de prison pour violations répétées. Des policiers comme Wyatt Earp, connu pour maintenir l'ordre dans des endroits comme Tombstone, étaient souvent responsables de l'application de ces règles anti-crachat. Cependant, malgré les meilleurs efforts des autorités, cette habitude était profondément ancrée dans la culture, rendant difficile pour ces lois d'avoir un effet immédiat. Les crachoirs, des récipients en laiton conçus pour recueillir le crachat, sont devenus courants dans les saloons et les lieux publics. Bien qu'ils apportaient un certain soulagement, ils n'étaient pas une solution parfaite. Les crachoirs étaient souvent sales et rarement vidés, aggravant le problème au lieu de le résoudre. Les sols autour de ces crachoirs étaient fréquemment tachés par le débordement de jus de tabac, produisant une odeur persistante qui contribuait à l'atmosphère insalubre de l'époque. Le temps pour le sujet raffiné.
Dans un aperçu fascinant de la vie à la frontière, des historiens locaux ont mis en lumière les pratiques uniques de lavage du linge dans le Far West. À cette époque, des vêtements propres étaient une marchandise précieuse, ce qui conduisait souvent à des solutions créatives pour maintenir l'hygiène. Les femmes des villes de la frontière faisaient donc face au défi de laver les vêtements avec des ressources en eau limitées, et dans certains cas, elles devaient retirer leurs vêtements pour les frotter correctement. Les maris gardaient quand les lagnes de lavage, toujours vigilants contre le vol, car les vêtements propres étaient fréquemment volés par les passants. Cette pratique inhabituelle reflète l'ingéniosité et la résilience des familles vivant dans des conditions difficiles. Malgré les difficultés, les communautés ont trouvé des moyens de se soutenir mutuellement, partageant des ressources et des astuces sur des méthodes de lavage efficaces. Que nous disent ces pratiques sur la vie communautaire dans le Far West? Comment comprendre cette histoire peut-il enrichir notre perspective sur les pratiques modernes de lavage? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag FancyTopic. Numéro 7. L'odeur des cow-boys. Les cow-boys étaient bel et connus pour de nombreuses caractéristiques, leur robustesse, leur courage et bien sûr leur odeur distinctive. Après avoir passé des jours, voire des semaines sur la piste, l'odeur d'un cow-boy était loin d'être fraîche. La combinaison de sueur, de poussière, de fumée, de feu de camp et de bétail créait une arôme puissant qu'il était difficile d'ignorer. Les occasions de se baigner étaient lentes mais rares pendant les transhumances, qui duraient souvent plusieurs mois. Les cow-boys ne parvenaient généralement à se baigner que lorsqu'ils rencontraient une rivière ou un ruisseau, ce qui n'était pas toujours faisable. En conséquence, il était courant que les cow-boys posent des jours sans changer de vêtements, ou même sans rincer la sueur et la saleté accumulées sous le soleil pendant un travail acharné. Leurs vêtements, en particulier les chapes en cuir et les chemises en laine, absorbaient et retenaient les odeurs. Les équipements en cuir, en particulier, absorbaient la sueur, intensifiant l'odeur musquée au fil du temps. Pour masquer leur odeur, certains cow-boys avaient recours à des frottements de sauge sur leur corps ou leurs vêtements, mais cela n'était qu'une solution temporaire et non une véritable solution. L'alimentation qu'ils consommaient contribuait également à leur odeur distincte. Un régime alimentaire riche en haricots, en viande de bœuf et en café ne favorisait pas une haleine fraîche. Combiné à l'absence de baignade régulière, cela entraînait une forte odeur persistante et inoubliable. Numéro 6. Source d'eau contaminée. Dans le Far West, l'eau était aussi précieuse que l'or, mais elle était souvent accompagnée de dangers cachés, notamment la contamination. De nombreux colons et pionniers faisaient face au grave risque de boire à partir de sources contaminées. Les ruisseaux, les rivières et les puits qui semblaient frais étaient fréquemment pollués par des déchets animaux, des activités humaines ou des minéraux naturels qui rendaient l'eau insalubre. Un exemple notoire de contamination de l'eau provenait des transhumances, où des milliers de bétails traversaient les rivières et les ruisseaux, laissant derrière eux des déchets qui s'infiltraient dans l'eau. Cette pollution transformait des sources apparemment rafraîchissantes en foyers de maladies telles que la dysenterie et le choléra, entraînant la dévastation de communautés entières. Même les puits, qui étaient considérés comme plus sûrs, n'étaient pas exempts de contamination. Les puits peu profonds pouvaient permettre aux polluants de surface de s'infiltrer, surtout s'ils étaient proche d'un toilette extérieure ou d'une penne à bétail. Il existe des récits de colons tombant malades après avoir consommé ce qu'ils pensaient n'être de l'eau propre pour découvrir trop tard que leur puits avait été compromis. Le problème s'aggravait dans les villes minières où les produits chimiques utilisés dans les opérations minières, comme le mercure et l'arsenic, s'infiltraient souvent dans les sources d'eau voisines. Cela non seulement empoisonnait l'eau, mais avait aussi des répercussions sur la santé à long terme pour ceux qui dépendaient que de ces sources contaminées pour leurs besoins quotidiens. Numéro 5. Pas de papier toilette. Dans le Far West, l'absence de papier toilette représentait un défi quotidien pour les colons, qui devaient faire preuve de créativité et d'ingéniosité. L'invention du papier toilette moderne ne s'est pas généralisée avant la fin des années 1800, et même alors, il est resté un luxe que de nombreux pionniers ne pouvaient ni se permettre ni accéder. Alors, quelles alternatives utilisaient-ils? La vie en frontière exigeait de l'improvisation. L'un des substituts les plus courants était les épis de maïs. Oui, les mêmes épis récoltés pour la nourriture servaient à un autre usage. Une fois les grains enlevés, l'épi s'est avéré étonnamment efficace pour nettoyer après les passages aux toilettes extérieures. Bien que rugueux et certainement inconfortable, il était facilement disponible, ce qui en faisait un choix populaire parmi les colons.
Une autre option fréquente était les pages des anciens catalogues, journaux ou même des livres abandonnés. Le catalogue Sears-Roebuck, lancé en 1888, est devenu un élément de base dans de nombreuses toilettes extérieures. Non seulement il était utile pour faire des achats, mais il servait également de produit d'hygiène. Ces pages brillantes étaient souvent arrachées et réutilisées à la place du papier toilette. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, mais à une époque où les ressources étaient limitées, tout ce qui pouvait être réutilisé était considéré comme précieux. Les feuilles étant également utilisées, les colons optant souvent pour les larges feuilles à taille de plantes comme le molène. Réputée pour sa texture douce et duveteuse, la molène était souvent humoristiquement appelée le papier toilette des cow-boys. Cependant, toutes les feuilles n'étaient pas sans danger, car faire le mauvais choix pouvait entraîner des éruptions cutanées douloureuses, notamment avec des plantes comme le sumac vénéneux. Pour ceux vivant près de sources d'eau, la mousse offrait une autre alternative. Sa nature douce et absorbante en faisait une option plus confortable, bien que la mousse n'était pas toujours facilement disponible, en particulier dans les régions plus sèches. En cas de situation désespérée, les colons pouvaient même recourir à des chiffons provenant de leurs vêtements qui seraient ensuite lavés et réutilisés. Numéro 4. Les horreurs dentaires. Les soins dentaires dans le Far West ressemblaient vraiment davantage à une histoire d'horreur qu'à une pratique de soins de santé. Avec des outils dentaires modernes et des connaissances presque inexistantes, maintenir une hygiène bucco-dentaire décente était un défi que la plupart des pionniers avaient du mal à relever. Beaucoup se fiaient à des méthodes rudimentaires pour les soins dentaires ou, plus fréquemment, négligeaient complètement leurs dents. Et les gens utilisaient comme souvent un chiffon trempé dans du sel ou du bicarbonate de soude pour frotter leurs dents. Le bicarbonate de soude, bien qu'abrasif, aidait à enlever les taches superficielles, mais il faisait peu pour prévenir l'accumulation de plaques ou traiter les caries. Le sel était principalement utilisé pour ses propriétés antiseptiques. Les gens le mélangeaient avec de l'eau pour créer un bain de bouche, espérant prévenir les infections. Cependant, ces méthodes étaient loin d'être efficaces, ce qui a conduit de nombreuses personnes à souffrir de problèmes dentaires importants. Lorsqu'elles étaient enfin disponibles, les brosses à dents étaient généralement fabriquées à la main, avec des poils faits de poils d'animaux. De tels objets étaient rares et souvent trouvés uniquement dans les maisons des colons les plus riches. La plupart des gens devaient ainsi se contenter de ce qu'ils pouvaient s'en trouver. Certains colons recoururent à des bâtons mâchés, rappelant les pratiques anciennes pour nettoyer leurs dents. Ces bâtons, souvent en bouleau ou en saule, étaient effilochés à une extrémité pour servir de brosse improvisée. Lorsque des urgences dentaires survenaient, les options étaient désastreuses. Les maux de dents étaient courants en raison de pratiques d'hygiène insuffisantes et étaient souvent traités avec du whisky ou des remèdes à base de plantes pour engourdir la douleur. Cependant, si la souffrance devenait insupportable, la seule option restante était l'extraction. Les extractions dentaires dans le Far West étaient brutalement réalisées. Les barbiers agissaient souvent comme dentistes, utilisant des outils rudimentaires au mieux. Le processus était excruciant, sans anesthésie disponible. Les patients recevaient généralement un bon verre de whisky avant de se faire arracher la dent avec des pinces ou d'autres instruments de fortune. Les archives indiquent que de nombreuses personnes craignaient tellement ces extractions qu'elles enduraient la douleur d'une dent pourrie pendant de longues périodes avant de céder à la procédure. Bien que certaines villes accueillaient des dentistes itinérants offrant des outils et des connaissances légèrement meilleures, leurs visites étaient rares et coûteuses. La plupart des colons ne pouvaient pas se permettre de telles commodités, les conduisant à souffrir en silence ou à se fier aux remèdes locaux souvent durs. L'état déplorable des soins dentaires dans le Far West a contribué à une série d'autres complications de santé. Les infections dues à des caries non traitées pouvaient se propager, entraînant parfois des conséquences graves, voire la mort dans des cas extrêmes. Numéro 3. Les rues sales. Les rues du Far West n'étaient pas seulement des voies en voie de passage. Elles représentaient des dangers considérables. À travers la frontière, ces rues étaient souvent jonchées de fumier de cheval, de déchets abandonnés et de boue qui pouvaient facilement engloutir les bottes d'une personne. Les chariots à cheval étaient le principal moyen de transport, et leur déplacement contribuait à ajouter du désordre dans l'air. Sans gestion des déchets organisés, les colons jetaient fréquemment leurs ordures directement dans les rues où elles se mélangeaient à la boue pour créer un terrain propice à la propagation des maladies. Cette réalité imprégnait presque chaque ville frontière. Au-delà de l'inconfort, ces conditions étaient dangereuses.
La nature anarchique de ces communautés ne faisait qu'aggraver la saleté. Des bagarres régulières débordaient des saloons, laissant du sang et, dans certains cas, des corps dans les rues. Après des événements infâmes comme la fusillade de l'Hockey Corral, il n'était pas rare que les cadavres restent en vue jusqu'à ce que quelqu'un prenne la tâche macabre de les déplacer. Les rues servaient ainsi de rappel brutal de la violence qui faisait partie de la vie quotidienne dans ces colonies sauvages. Les odeurs étaient tout aussi accablantes. Sans système d'égout approprié, les déchets humains finissaient fréquemment dans les rues. Bien que beaucoup utilisaient des latrines extérieures, d'autres se contentaient de jeter leurs déchets directement sur la route. L'odeur résultante était si intense que les visiteurs la commentaient fort souvent. Un voyageur a décrit l'odeur de Deadwood comme une puanteur infernale, causée par le mélange de déchets humains et animaux. Une telle saleté rendait les épidémies de maladies comme le choléra et la fièvre typhoïde beaucoup trop fréquentes. Dans ces conditions insalubres, une maladie mineure pouvait se transformer en une épidémie mortelle. Les efforts de nettoyage étaient minimes, au mieux. Certaines villes tentèrent de faire respecter des règles obligeant les résidents à nettoyer la zone devant leur maison. Mais sans réelle application, ces lois étaient largement ignorées. Ce n'est que bien plus tard que les grandes villes commencèrent à établir des systèmes de gestion des déchets plus organisés. Cependant, à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits, et les rues du Far West avaient déjà acquis une réputation notoire pour leur saleté. Numéro 2. Lits infestés. Dans le Far West, les lits étaient loin d'être les meubles confortables et moelleux que nous connaissons aujourd'hui. Les arrangements pour dormir les plus courants consistaient en de simples cadres en bois, souvent mal construits, avec des matelas remplis de paille, de foin ou de plumes. Bien que ces matériaux offraient un certain confort, ils devenaient également des lieux de reproduction idéaux pour une variété de parasites. Les matelas en paille, en particulier, étaient tristement célèbres pour attirer les punaises de lit, les poux et les puces. Ces petits insectes s'enfonçaient facilement dans la paille, rendant le sommeil cauchemardesque. Les cadres en bois eux-mêmes étaient généralement rugueux et non finis, présentant des fissures et des crevasses qui servaient de cachettes idéales pour les punaises de lit. Ces parasites émergeaient quand, la nuit, se repaissant du sang des malheureux dormeurs, laissant des piqûres qui rendaient le repos presque impossible. La situation était aggravée par le fait que ces lits étaient rarement nettoyés. Dans de nombreux foyers, les draps pouvaient ne pas être lavés pendant des semaines, voire des mois, permettant aux infestations de se développer sans contrôle. Dans les maisons de pension, les auberges et les saloons, où les voyageurs de passage séjournaient souvent, la situation était encore pire. Ces lits accueillaient fréquemment plusieurs personnes au fil du temps, chaque invité pouvant introduire de nouveaux parasites. Le turnover constant des visiteurs signifiait que les punaises de lit et les poux pouvaient se propager rapidement, transformant ces quartiers de sommeil en véritables ruches d'infestation. À mesure que les matelas remplis de paille devenaient de plus en plus inconfortables en raison des infestations croissantes, le matériau se décomposait, offrant moins de soutien et plus de cachette pour les insectes. Certains colons ont tenté de lutter contre ces infestations en utilisant diverses méthodes. Ils pouvaient fumer les parasites en brûlant du soufre ou des herbes près du lit, ou essayer de nettoyer les draps avec du savon caustique lorsque l'eau était disponible. Cependant, ces efforts réussissaient rarement. Sans produire de nettoyage moderne ni pesticides efficaces, la plupart des gens enduraient simplement les piqûres et l'inconfort nuit après nuit. Dans les cas extrêmes, les matelas entiers devaient être brûlés et remplacés. Mais cela représentait souvent un processus coûteux et laborieux que beaucoup ne pouvaient pas se permettre. Numéro 1. Toilette extérieure. Utiliser une toilette extérieure dans le Far West n'était que rarement une expérience agréable. Ces structures rudimentaires n'étaient souvent guère plus qu'une petite cabane en bois avec un trou creusé en dessous. Les toilettes extérieures sont devenues la solution standard pour les pionniers, car la plomberie intérieure était encore un luxe que peu pouvaient se permettre. Généralement, ces bâtiments exigus étaient situés à une distance raisonnable des zones de vie principales pour atténuer les odeurs désagréables. Ils étaient construits avec les matériaux disponibles, généralement du bois grossièrement taillé, offrant une protection minimale contre les éléments. Les sols de ces toilettes extérieures étaient généralement en terre et les sièges consistaient simplement en des planches de bois découpées. Elles étaient construites au-dessus d'un trou dont la profondeur pouvait varier de quelques pieds à plusieurs pieds, les déchets s'accumulant jusqu'à ce que le trou soit plein, soit trop nauséabond pour être supporté.
À ce moment-là, quelqu'un devait vider la structure, une tâche désagréable généralement évitée. Cela se faisait souvent en creusant un nouveau trou à proximité et en déplaçant toute la toilette dessus, laissant l'ancien trou se décomposer lentement. Certains pionniers remplissaient le trou de terre et abandonnaient complètement le site, laissant la nature suivre son cours. La confidentialité dans ces structures était un minimal. Beaucoup avaient des découpes en forme de croissant de lune ou d'étoiles sur les portes pour la lumière et la ventilation, mais celles-ci indiquaient également quand la toilette était occupée. Bien que ces petits détails puissent être idéalisés aujourd'hui, ils étaient nés par nécessité. Le symbole du croissant de lune signifiait généralement une installation pour les femmes, tandis qu'une étoile indiquait qu'elle était destinée aux hommes. Cependant, utiliser une toilette extérieure n'était pas seulement inconfortable, c'était aussi dangereux. Le trou en dessous servait de terrain de reproduction pour les maladies, attirant des mouches et des parasites qui pouvaient facilement propager des bactéries. Les toilettes extérieures contribuaient souvent aux épidémies de maladies telles que le choléra et la fièvre typhoïde, qui prospérèrent dans de telles conditions insalubres. L'odeur seule pouvait rendre beaucoup de gens malades, mais le véritable danger résidait dans les agents pathogènes qui se cachaient à l'insu de tous. Pendant les mois d'hiver rigoureux, utiliser une toilette extérieure devenait une épreuve encore plus grande. À mesure que les températures chutaient, les structures en bois offraient un peu de protection contre le froid, mais les gens n'avaient rien d'autre choix que d'endurer les intempéries. Dans certains cas, des pots de chambre étaient utilisés à l'intérieur pendant les mois les plus froids, mais cette solution apportait ses propres défis, notamment la nécessité de vider le pot plus tard. La conception des toilettes extérieures variait en fonction de la région et des ressources disponibles, les colons plus aisés construisant parfois des structures légèrement plus grandes. Cependant, quelle que soit la qualité de la construction, ces installations restaient loin d'être hygiéniques. Voudriez-vous visiter le Far West à la manière de Westworld, ou est-ce un peu trop sale pour vos goûts? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.